Et ben on commence sur de l'actualité, on va faire après du fonda bien entendu. Alors sur les actualités, on a Sony qui investit dans Startale Labs, qui est une entreprise japonaise qui est spécialisée dans la blockchain et aussi le métaverse. Et donc l'objectif ici, c'est de bosser sur une infra blockchain ensemble, ultra scalable, pour justement proposer toutes sortes de services avec l'écosystème de Sony. Donc encore une fois, Sony, vous connaissez, hein, Sony c'est PlayStation, c'est des téléphones, des appareils photo, des caméras, des capteurs photo, notamment si ça n'a pas changé dans votre iPhone, sachez que toute la partie photo c'est des capteurs Sony. Et c'est une très belle boîte qui a eu des hauts, qui a eu des bas, et qui a essayé de faire un pas dans le métaverse, et là qui fait un vrai pas dans le Web3 parce qu'ils investissent justement 3,5 millions de dollars dans une entreprise Web3. Donc tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que cette entreprise Web3, elle bosse avec Astar. Astar qui est une chaîne EVM et WASM sur l'écosystème Polkadot, c'est-à-dire compatible avec les smart contracts Ethereum et compatible avec les langages de programmation WebAssembly qui permettent du coup de gérer plein de langages et d'avoir de la performance. Le framework de Polkadot utilisé par Astar et qui sera utilisé très probablement par Sony est un framework qui est très performant. Donc je vais être curieux de voir comment l'ingénierie va se faire sur ce projet et si ce projet blockchain va prendre de l'envergure ou pas. Après, il faut doser 3,5 millions de dollars par rapport à Sony. C'est des miettes. Hein. C'est un beau titre, hein. Sony investit dans le Web3, mais on parle pas d'un investissement massif. On a PayPal qui s'associe à MetaMask pour les clients américains, pour faciliter les transactions crypto aux États-Unis. Alors c'est juste une intégration avec MetaMask pour pouvoir faire des entrées et sorties. On est punis, nous? Je pense que c'est une question de réglementation. Et là, en l'occurrence, c'est pouvoir vendre facilement des cryptos pour avoir des dollars PayPal, donc de la monnaie électronique PayPal. Voilà. Donc, les commissions sont énormes, je crois. Et des gens parlaient de 13% de commission entre la vente de la crypto et le fait que ça arrive sur ton PayPal. Ah, ça, j'ai pas cette info. J'ai vu des gens tweeter à ce sujet-là. Donc évidemment à vérifier d'un point de vue commission. Mais très sincèrement, je pense que c'est pour les noobs, c'est pour les nouveaux entrants qui veulent des solutions faciles, etc. Mais et je les pense commerçants. que... Ouais. Et les commerçants aussi pour prendre en charge un petit peu. Mais 13%, si c'est réellement le cas, c'est du vol. À vérifier. Quelqu'un qui disait que c'était 9%, il me semble. 9%, ça reste du vol. 9%, c'est les frais quand tu fais un swap depuis MetaMask, ouais. Si tu fais un swap sur un petit volume d'échange, parce qu'il y a plusieurs trucs. Mais après, sur des gros volumes, tu ne seras pas à 9%. Hein. Bien sûr. Enfin, ça m'étonnerait là énormément. Ouais. Ensuite, on a un changement de direction du côté de Binance US. Donc, Brian Schroeder qui quitte le navire. On a également une perte d'un tiers des effectifs de Binance US avec plus de 100 emplois qui ont été éliminés. Donc, Binance US qui est une entité dédiée à la clientèle aux États-Unis par Binance, en sachant que il y a aussi beaucoup de FUD par rapport à ça, parce que le régulateur, la SEC, a attaqué Binance sur ce terrain-là, en leur disant « Vous avez essayé de nous avoir, vous avez essayé de faire semblant d'aller dans le sens de la réglementation, mais tout ça est un subterfuge. » Et le CEO de Binance répond en disant « Moi, je ne suis pas d'accord et je pense vraiment que la SEC abuse. Et maintenant, on laisse les autorités faire leur travail. » Toujours est-il que dans cette communication, après licenciement de pas mal d'employés, il serait question de 7 ans d'avance financière, traduction 7 ans de trésorerie. Donc ça veut dire que le bear il peut durer un bon moment, même s'ils font pas des volumes de zinzin, ça permet aux autres employés de pouvoir tenir sur leur canne. Donc tu peux dire d'un côté c'est un FUD, voilà, on a plein de gens de la direction qui se barrent parce qu'ils ont peur et tout, et puis peut-être que potentiellement aussi c'est simplement une restructuration ou un mélange des deux, et au final c'est reculer pour mieux avancer et remordir. En fait, pour moi, moi, j'ai pas. Si je devais peut-être m'exprimer sur Binance. US ou Binance Binance. Okay. Le fait qu'il y ait plein de grosses têtes qui partent, je vais pas vous mentir, c'est très inquiétant parce qu'en général, la réussite d'une société est souvent étroitement liée et associée avec les personnes qui travaillent, en fait. Ouais. Donc. Coin Academy, je pense que ça réussit parce que nous on est là, mais sinon on partait, est-ce que ce serait toujours Coin Academy? Binance, c'est Binance, mais si t'as les plus grosses têtes qui partent, etc., alors après évidemment faut voir par qui ils sont remplacés, mais il n'y a pas eu d'effet d'annonce du style cette personne part et là t'as un gros nom qui arrive, quoi. Ouais, pour le moment non, c'est le directeur juridique, je crois, qui prend la main de façon intérim le temps de trouver un personnage qui reprendra la main vraiment, pour un PDG. Donc moi la sensation que ça me donne, et même Crypto Donald en parlait, il disait qu'il n'était pas très rassuré et que lui il pensait qu'il y avait une dinguerie, et moi je pense, c'est évidemment de la spéculation, je n'ai rien pour étayer mes propos, mais je pense que s'il y a beaucoup de personnes qui partent, c'est soit qu'il y a des gros problèmes financiers, ce qui me semble pas le cas,
soit que peut-être ils ont plus foi en crypto, mais encore une fois, ça m'étonne énormément parce que quand tu as une position aussi importante chez Binance et qu'il y a un aussi gros acteur, enfin, c'est un peu comme si tu travaillais dans le sport et que tu travaillais chez Nike, enfin, pourquoi partir de là-bas? Surtout qu'il n'y a pas vraiment de raisons qui sont avancées publiquement, enfin, c'est des raisons qui ont l'air, qui sonnent bidons. Tu vois. Moi, je peux t'en donner une. Donc, ouais, termine, pardon. En gros, si tu as un poste à responsabilité, à très haute responsabilité, type juridique, PDG, etc., et que le tu peux avoir des soucis, les gars. Ouais, que le régulateur gagne, bah, tu vas avoir des comptes à rendre et ça te fait un CV, presque ça t'éclate ta carrière en fait. Donc peut-être que les gars se disent, bah peut-être vous avez raison, mais moi j'ai juste pas envie de jouer le play. Qu'est-ce que j'y gagne, tu vois. Dans tous les cas, j'aurai la directrice générale de Binance France très prochainement en interview, donc on aura probablement l'occasion d'en parler. Mais moi, la sensation que ça me donne, c'est que Binance, quand ça s'est lancé, c'était shady de fou. Enfin, shady, c'était comme tout acteur en crypto. Au début, il n'y avait pas trop de régulation, et puis eux, ils ont joué aussi le rôle de, enfin, le jeu de, on n'est pas régulé, on avance vite, et puis on verra. Et on s'adapte par la suite. Et là, on est dans cette période où ils s'adaptent. Mais ce qui s'est passé avant, pour moi, je pense qu'il s'est passé des dingueries. Je pense que probablement entre 2017-2018 et 2020, 2021, je pense que c'est le moment où la boîte était crade, qu'ils avaient peut-être fait des folies d'un point de vue comptable, d'un point de vue éthique, en faisant certaines actions avec certains utilisateurs. Et que maintenant qu'ils passent tout au Karcher et qu'ils mettent tout au propre, bah, il y a des cadavres qui sortent du placard. Et je pense que ces exécutifs ont vraiment peur que ça leur retombe dessus et ils voient le truc venir à toute patate et je pense qu'ils veulent vraiment l'éviter au maximum. Moi, c'est ce qui me semble le plus probable. Je pense pas que Binance fera faillite. Je pense que d'un point de vue financier, c'est clean. Mais je pense qu'en grossissant, et vu à la vitesse à laquelle ils ont grossi, ils ont probablement fait des cochonneries et que ces cochonneries, elles ont de bonnes chances de sortir maintenant et que certains essayent juste de les éviter, quoi. Ouais. Encore une fois, c'est de la spéculation. On est dans des exactement. Mais ouais. Voilà notre avis sur la question. Et maintenant, on verra. Ensuite, très rapide, on a une transaction Bitcoin qui a coûté très très cher à Paxos. Paxos, qui est une entreprise blockchain qui fait notamment des stablecoins backés par du dollar. Il faut aussi de l'or sur la blockchain backé par du vrai or. Ils se sont loupés sur une transaction Bitcoin. Ça doit être une toute petite transaction. Ils ont très probablement dû inverser les frais de transaction et la transaction en elle-même à envoyer et se retrouver à payer 500 000 $ de frais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand tu fais une transaction, elle est ajoutée à un mempool. Donc, elle est dans une queue de plein de transactions. Et ensuite, elle va être ajoutée à un bloc. Et c'est le mineur du bloc qui va ramasser les frais de transaction. Donc là, en l'occurrence, l'entreprise qui a ramassé les frais de transaction, c'est F2Pool. Dès qu'elle a vu la transaction, ils ont tiqué direct. Ils se sont dit, oui, bon, là, quelqu'un qui paye 500 000 $ de frais de transaction, c'est une erreur, c'est sûr. Donc, ils ont fait un communiqué pour dire, on vous laisse 3 jours pour vous identifier, venir nous voir, pour prouver que c'est vous. Et après, on verra. Et au final, à l'issue des 3 jours, au début, il y a eu du doute sur la rente des fonds, etc. Ils ont décidé au final de rendre les fonds à Paxos et ils ont fait un communiqué pour dire, voilà, bon, on a rendu les fonds à Paxos. Et c'est pas la première fois que ça se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que ça peut éviter des problèmes. Peut-être que Paxos aurait pu les attaquer. C'est pas Paxos pour le compte de PayPal? On parle de PayPal nulle part ici. Et pour le coup, j'avoue que je serais pas capable de te répondre, mais je pense pas. Ok. Faudrait qu'on regarde, mais ouais. Voilà. En tout cas, ça a arrivé plein de fois sur le marché, des erreurs comme ça et des remboursements de grosses sommes. Et c'est plutôt sain. Ensuite, on a FTX qui modifie sa stratégie de liquidation. Alors, on va vous faire tous les épisodes. Ça a beaucoup bougé cette semaine par rapport à ça. D'abord, ils ont voulu se débarrasser de leurs 3,4 milliards d'actifs. Sauf que les gens, ils ont commencé à paniquer en mode, les actifs, c'est ça, ça, ça. Je vous les montre tout de suite, les actifs en question. J'ai un tweet dédié sur le sujet. Voilà, donc c'était beaucoup de Solana, de BTC, d'Ethereum. D'ailleurs, ça m'a choqué le nombre en dollars de Solana parce que j'ai regardé Solana de mémoire, c'était, je sais plus, 8 milliards ou peut-être 9 milliards maximum. Et là, je sais plus, 1,2 milliard de Solana. Je suis en mode, mais quoi? Ouais, ça reste beaucoup, hein. Mais c'est énorme. Et donc, bref, les gens se sont dit, non, mais là, s'ils vendent, ça va tuer le prix et tout, ça fait paniquer pas mal de monde. Donc, en fait, ils ont changé de stratégie. Et la stratégie nouvelle, ça a été de dire, si on vend, on vous dira pas quand, on ne vous dira pas dans quelle proportion, comme ça, arrêtez d'essayer de pricer. Et en plus de ça, on va essayer de faire ça en OTC principalement, donc pas sur des carnets d'ordre.
Comme ça n'aura pas un impact sur le prix. Mais même au-delà de ça, il y a pas mal de détails à ajouter par rapport à ça. Je sais pas du tout si on l'a précisé dans l'article, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de Solana qui sont encore vestés, donc c'est-à-dire qu'ils sont lockés, c'est-à-dire que eux, ils n'y ont pas accès. Je crois qu'il y a une partie des Solana qui sont aussi vendus à la fondation. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Voilà, il y a déjà t'as les monthly unlocks. Attends, et t'as les big unlocks. Ok. Non, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'ils peuvent pas tout dump maintenant. Ouais, c'est ça. Il y a que très peu de Solana en dollars qui sont liquides et vendables maintenant pour FTX. Bah là, on sera à 9,2 millions par mois. Donc, l'impact sur le prix du jeton reste modéré. Après le Big Unlock, bah voilà, c'est en mars 2025. Donc, d'ici là, il peut se passer pas mal de choses. Donc, pour le moment, 9 millions de dollars par mois, c'est vraiment rien. Voilà, après, on fera un article, je pense, dédié à ce sujet-là. Je pense que ça peut être vraiment bien que vous ayez de la visibilité, mais voilà pour FTX. Et surtout, le plus important, c'est que tu as le portail des claims qui est réouvert, parce qu'il y avait il y avait un leak des données et ils avaient gelé l'accès aux comptes et aux claims, etc. de mémoire. Vous pouvez désormais y réaccéder et refaire votre claim, et vous avez jusqu'au 29 septembre de mémoire. Donc il vous reste à peu près 2 semaines pour faire les démarches. Faites-le. Prenez ça au sérieux. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à en parler sur Twitter. Il y a aussi le groupe Telegram de Esprit Cryptique dédié au sujet, donc n'hésitez pas à rejoindre cette communauté-là si jamais vous avez des questions, etc. Ils sont vraiment réactifs dans ce groupe-là et il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Donc vraiment très actifs. Et voilà, pour le coup, on a écrit un article sur le sujet. Peut-être que tu veux le linker, mais normalement, c'est à nouveau. Je le mets dans les deux chats et je le mets dans mon petit doc. Voilà, si vous nous écoutez sur YouTube pendant la rediffusion, voilà, c'est l'occasion de nous laisser un like. On a bien travaillé quand même. Accessoirement, nous laisser un petit commentaire si l'émission vous plaît, vous abonner bien sûr, et on vous laisse à chaque fois en description tous les liens utiles de tout ce dont on parle dans cette émission. Donc servez-vous, plein de liens utiles, une vidéo par jour. Donc voilà pour les actualités. Après, on a quelques actus en bref intéressantes. La situation de Polygon évolue, le Matic va devenir le Pol. Bon, ça on le savait déjà, mais ça avance et vous allez pouvoir convertir vos Matic contre du Pol. Ils vont mettre en place des smart contracts. Je vous laisserai regarder l'article dédié directement sur Coin Academy. On a, comme je le disais plus tôt, un Optimistic Rollup sur la stack d'Optimism qui arrive sur Binance. Binance l'a dit dans des communiqués, l'idée c'est de faire de l'Optimistic Rollup et du ZK Rollup pour sa BNB Chain de sorte à ne rien manquer par rapport à Ethereum. Les ETH sur Lido qui sont stakés, qui vont pouvoir être compatibles avec tout l'écosystème Cosmos. Alors là, je prends le temps d'en parler. Ça, c'est de la frappe. Hein. Je prends le temps d'en parler un petit peu plus longtemps. Parce que du coup, les ETH sur Lido, ok, ils vont être sur Cosmos via ABC, mais ce ne sera pas des ETH stakés natifs, ce sera des ETH stakés wrappés. J'aime pas, par habitude, c'est pas une intégration native. Donc bon, j'ai confiance en Neutron, j'ai confiance en Axelar, qui sont les deux partenaires. Neutron, c'est une plateforme de smart contract. Axelar, c'est un protocole qui permet de bridger des actifs, qui est connecté à plein de blockchains, plus qui est compatible avec IBC, donc qui est connecté à l'écosystème Cosmos. C'est pour ça qu'ils se sont associés avec eux. Et l'idée, ça va être de justement proposer des wrapped Ethereum dans l'écosystème Cosmos, et donc du coup sur DYDX, bien entendu, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc on a un article dédié sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, la Deutsche Bank qui propose des services crypto. Et pas mal de choses par rapport à la SEC, notamment le fait qu'ils utilisent de l'IA pour les transactions financières, qu'ils ont présenté un document bien ZAF aux régulateurs pour justement expliquer leur vision. Mais c'est des trucs qu'on sait déjà. C'est oui, il faut réglementer les crypto-monnaies de la même façon que les bourses, parce que sinon c'est trop facile. Les gars, ils veulent lever des fonds, et ils partent en crypto plutôt qu'en bourse. Mais on n'a pas parlé aussi. Des dossiers. Il y a l'Europe qui veut de la surveillance de masse d'ici 2026 aussi. Vous voulez se lancer en 2026 sur la surveillance de masse en crypto de mémoire, et que en gros tous les échanges soient instantanément et directement communiqués au fisc et des juridictions pertinentes. Heureusement, on a des exchanges décentralisés pour le moment. Voilà, et puis après, ce que je vous disais tout à l'heure, le CEO de Binance qui n'est pas d'accord avec les dépôts de la SEC concernant Binance et concernant Binance US. Qu'est-ce que je me suis noté côté Fonda? Côté Fonda, on a des trucs sympas. Alors déjà, je me permets juste de vous rappeler que sur la chaîne de CryptoPixel, il y a plein d'interviews hyper sympas. Voilà, donc n'hésitez pas à le suivre. Si tu vas dans accueil sur ma chaîne,
Ouais. Tu descends. Alors, ouais, voilà. Tu descends, t'as interview de personnalité. Ouais. Et là, en gros, si tu cliques sur la playlist, t'as toutes les interviews que j'ai faites jusqu'à maintenant. Et il y en a 31 maintenant. C'est des grands 31 et il y formats. en a pas mal en stock. Ouais. Et si vous avez YouTube Premium, vous pouvez aussi vous écouter ça en mode podcast, si vous en foutez d'avoir la vidéo. Ça marche aussi, en Sur travaillant, dans la Spotify. voiture, etc. Tu les mets sur Spotify aussi? Ouais. Les derniers, je crois, les 2 derniers, je les ai pas mis. Mais sinon, le reste, c'était là. Ouais. Très bien, surveillez la description. Ensuite, donc juste une petite news. Unity. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a quand même un lien direct avec les cryptos. Unity, c'est un des moteurs pour développer des jeux vidéo les plus utilisés sur le marché avec Unreal Engine. Beaucoup choisissent Unity pour ses boîtes à outils et sa simplicité quand vous n'êtes pas quelqu'un d'extrêmement technique pour développer des jeux vidéo. C'est-à-dire les profils très techniques vont aller sur Unreal Engine, les profils un peu moins techniques vont aller sur Unity, notamment pour les jeux mobiles, etc. Il y a énormément de jeux qui utilisent Unity et jusqu'à présent, bon bah voilà, tu te servais sur Unity, c'était gratuit, tu déployais, ton jeu il était gratuit, basta. Là, ils sont en train de revoir totalement leur politique avec effet rétroactif, où en fait l'idée ce serait de faire payer un frais aux créateurs de jeux vidéo à chaque fois que quelqu'un installe. Alors précision, ils ont mis des petites précisions dans leur politique en mode oui, si le gars désinstalle, réinstalle plusieurs fois, on va pas doubler, tripler, machin, parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Mais ça peut créer des abus. 0x Leroux, Alex, notre associé, en a dit un très intéressant. C'est le revenge download. Imagine, t'as un studio de jeux vidéo qui fait un bad buzz pour je ne sais quelle raison, et t'as des gens sur Reddit ou sur YouTube qui disent ouais, allez tous télécharger son jeu, comme ça ils vont payer masse de frais. Bah la boîte, elle se fait dépouiller. Elle se fait dépouiller par cette nouvelle politique. Donc c'est quand même assez chaud. Il faut savoir qu'il y a énormément de projets Web3 de jeux vidéo qui développent sur Unity pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup d'outils pour intégrer MetaMask, pour intégrer de la blockchain et des tutos qui sont liés à Unity. Donc du coup c'est chaud. Et pour le moment, Unity ne démord pas. Donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont tout simplement couper leur jeu ou couper le développement de leur jeu pour faire une transition chez Unreal Engine parce qu'ils peuvent pas se permettre. En plus, plus ton jeu a du succès, plus il est téléchargé, plus ça va te coûter cher. Donc si ton business model il n'est pas adapté, c'est pas bon. Et avec effet rétroactif, vous imaginez? Ça veut dire que toi, tu n'étais pas au courant, tu as fait ton truc, tu sors le jeu et puis tu as une nouvelle politique et là on te dit ouais bah frérot, bah ça va te coûter X millions. Bah j'ai pas les sous, ah bah tant pis. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est dingue. L'USDC qui continue de se rajouter sur différentes chaînes, sur différents roll-ups. Il parle de Stable September. Là, au moment de cette masterclass, on est au 17 septembre. Donc, on va très probablement avoir encore des news pendant 2 semaines. Peut-être qu'on va en avoir sur la blockchain Phantom, parce qu'à l'époque, c'était des USDC non natifs. Il y a 2 émissions sur leur site internet, ils parlaient de Phantom, et la semaine dernière, ils ont enlevé Phantom. Donc, il y a peut-être moyen qu'il y ait un effet d'annonce qui arrive. Voilà, donc bon, c'est surtout une histoire de dire que l'USDC va être partout, et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Je vais aller voir l'Académie, effectivement. Quand vous allez sur le site Coin Academy, n'hésitez pas, vous avez bien sûr les actualités en premier lieu. Et quand vous scrollez un petit peu plus bas, vous avez aussi des flash news pour ceux qui sont vraiment la tête dans le guidon, qui aiment beaucoup l'actualité. Vous avez l'Académie. Soit vous prenez en fonction de votre niveau, soit vous prenez en fonction du thème. Par exemple, vous êtes intéressé par la DeFi. Et là, vous vous servez toutes sortes de contenus qui sont proposés pour apprendre des choses sur les crypto-monnaies. Excellente journée ou excellente soirée. Merci Léo de ta présence également. Merci à toi. Et on est sur une belle émission en tout cas, donc écoutez, ça fait toujours plaisir. Passez une bonne soirée, ciao tout le monde. Des bisous les potes, tchuss. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.